La vie qu'on mène ici, t'as pas vu ce qu'elle était, non? T'as pas compris que les hommes qui acceptaient ça méritaient qu'on leur foute la paix? Non, c'est pas assez. Allez, go. On arrive en force, les gars. La vie qu'on mène. C'est la force, les 5-5. Allez, les gars. Merci pour les abonnements. Bientôt j'irai au ciel rejoindre Rimkus le petit Lamine. Regarde la vie qu'on mène, on fait ça que pour la famille. Et bonjour à tous et bienvenue pour ce dernier épisode du podcast La vie qu'on mène, le podcast de Neris. Dernier épisode, donc épisode forcément particulier. On voulait tous vous remercier pour le suivi. On a vraiment pu faire des trucs hyper sympas cette saison. Et on espère pouvoir continuer aussi bien l'année prochaine. Épisode aujourd'hui où on a comme invité Hugo qui va venir nous parler de sa passion pour les insectes. Bonjour à tous messieurs dames. Bonjour. Et ensuite d'autres personnes, d'autres chroniques qui viennent. Du coup on a toujours Moukat qui est là et qui va nous parler je crois de l'astuce écolo. Ouais, salut. On aura Marie qui prendra les actus de la semaine. Salut. Et du coup on aura Manon qui fera les actus sciences. Coucou. Pour sa première chronique. Ouais, je suis en plein d'ovnis ici. Ouais, mais c'est super. Et du coup on peut commencer directement avec les actus de la semaine, Marie. Ouais, donc pour cette nouvelle semaine, j'ai décidé de vous parler d'un peu de tout. Ça parlera de la France, d'alimentation, de sport et aussi de l'Angleterre. Donc on démarre avec une actu en France. Bon, celle-ci, clairement, personne ne l'a loupée. C'est à partir du 19 mai la réouverture des cinémas-musées. Donc n'hésitez pas à en profiter parce que tous les premiers dimanches du mois, les musées ils sont gratuits sur Nantes. Donc ça peut être une bonne occasion. Autre bonne nouvelle, même très bonne nouvelle, la réouverture des bars et des restaurants. Et enfin, pour tous ceux qui payent un abonnement à la salle de sport, vous allez pouvoir le rentabiliser à nouveau parce qu'elles vont rouvrir le 9 juin. La deuxième actu dont j'avais envie de vous parler, elle est plus d'ordre alimentaire. Donc c'est l'Union européenne qui a autorisé le 5 mai la vente des verres de farine en tant qu'aliment de consommation humaine. Donc ça signifie que les producteurs, ils ont le feu vert pour vendre leurs verres de farine, donc soit comme collation, comme par exemple en gâteau apéritif ou autre chose, ou transformés dans des biscuits, des pâtes, des choses comme ça. On peut se demander pourquoi l'Union européenne elle l'autorise. Donc tout d'abord parce que faut savoir que les verres de farine, c'est consommé dans plein de pays, l'Amérique latine, les pays asiatiques. Et aussi parce qu'au niveau production, c'est beaucoup plus écologique qu'une autre production comme de la viande pour la même quantité de protéines que ça fournit. Est-ce que vous êtes prêts à manger ? Et peut-être avez-vous déjà goûté, il y a des sites internet type Jimmy's et tout qui font ça et c'est un peu ludique, on peut avoir des goûts comme type barbecue ou paprika et tout. Et ça se vend par petite box genre de 60 grammes. Et du coup, c'est une petite dégustation, il y a des goûts même pizza, vraiment exceptionnels. Et donc ça peut être un moyen aussi pour tout le monde. T'as testé, toi? Ouais, c'était mon sujet de TPE en terminale. Et ouais, non, c'est bon parce que c'est vraiment très bon. Et un peu, les cuticules sont un peu dures sous les dents, ça croustille un peu. En vrai, non, c'est verre de farine, Morio et tout, c'est pas mal. Ok. Mais c'est pas le verre en lui-même qui a du goût, c'est on rajoute des trucs. C'est ça. Oui, on se rajoute. Mais sinon, des fois, on parle d'un peu une saveur de poulet, trucs comme ça, un peu. Ok. Donc pour enchaîner, on va parler un peu people. Donc c'est surtout pour les fans d'Angleterre et particulièrement de Kate et William. Vous allez pouvoir les suivre de plus près parce qu'ils viennent de créer leur chaîne YouTube, donc The Duke and the Duchess of Cambridge. Et même si le contenu exact de la chaîne il n'est pas encore révélé, normalement vous allez pouvoir y retrouver leurs différents engagements, mais aussi une partie de leur vie privée. Et donc ils ont fait un petit teaser cette semaine de 30 secondes, il a dû sortir il y a 3 jours, et il fait déjà le buzz en Angleterre, en 20 minutes ils avaient déjà plus de 30 000 abonnés, donc si jamais vous êtes intéressés, allez-y. On change complètement de sujet et on parle de sport. Donc je démarre par le foot. Si quelqu'un connaît plus que moi, qu'il n'hésite pas. Il y a un sujet qui fait débat en ce moment, c'est la création d'une Super League par 12 grands clubs européens comme le Real Madrid, l'Arsenal ou Liverpool. Et ce projet, il fait débat parce qu'il existe déjà une ligue en Europe, la Ligue des Champions, et donc ça viendrait concurrencer. Et le projet, il est fondé sur une histoire d'argent entre les géants du football parce qu'il a été estimé que plus de 6 milliards de dollars seraient redistribués aux clubs qui participeraient à la compétition. Et en fait, c'est 3 fois plus que ce que la Ligue des Champions, elle donne. Donc, c'est quand même intéressant. Pour limiter ce projet, il y a l'UEFA qui a sanctionné les clubs à l'origine. Donc, ils vont devoir faire un don d'un montant total de 15 millions d'euros au profit des enfants, des jeunes et donc du football dans les communautés locales d'Europe et aussi du Royaume-Uni. Et il y a 3 clubs qui ont refusé de renoncer au projet, donc le FC Barcelone, la Juventus et le Real Madrid. Et pour eux, il n'y a pas encore de sanctions, mais ils sont en cours de réflexion. On change de sport, on passe côté basket. On a Monaco qui a décroché pour la première fois un titre européen, celui de l'Eurocoupe. En handball, on a l'équipe de France qui a décroché son ticket pour l'Euro 2022. Et en hockey sur glace, après une année un peu particulière, donc où il y a presque eu pas de match,
Il a été décidé que les Gothiques d'Amiens seraient l'équipe française représentante lors de la Continental Cup et que les Dragons de Rouen disputeront, eux, la Champions League. On finit cette chronique par une petite actu insolite, donc en Angleterre, une nouvelle fois. Donc l'Angleterre, en fait, elle est frappée par une pénurie de nains de jardin. Donc avec les différents confinements, il y a l'engouement pour le jardinage qui a augmenté, donc en France aussi. Mais en plus de l'engouement pour le jardinage, il y a eu de l'engouement pour les nains de jardin qui a augmenté. Sauf qu'à côté de ça, les problèmes de transport, maritimes, ils ont aussi augmenté. Et donc il y a des ruptures d'approvisionnement des individus de petite taille outre-Manche. Eh ben écoutez, on peut du coup enchaîner avec notre très cher invité, qui a des passions très intéressantes, qui font un peu peur à Guillaume, mais quand même intéressantes. Hyper à l'aise. Déjà pour mettre un peu en jambe, on va te demander une anecdote que t'as, un truc drôle ou comme tu le sens. Je crois que je suis là pour parler d'insectes, donc je vous pose une petite anecdote sur les insectes. Ah ouais, vas-y. Carrément. Alors du coup, j'ai commencé il y a quand même quelques années maintenant, environ une bonne quinzaine d'années maintenant que je collectionne ça. Et puis au début, j'avais pas beaucoup d'insectes, c'est-à-dire que j'avais seulement des phasmes-bâtons quand j'ai commencé vers mes 7-8 ans. Et du coup, je voulais vraiment amasser un maximum d'espèces pour pouvoir collectionner, parce que j'étais vraiment fan de Pokémon à l'époque, donc c'est vraiment mon but d'avoir un max d'insectes. Et sauf que du coup, il y a des sites sur internet qui sont pas mal, il y a des forums de phasmes et tout, donc on peut avec des gens on part, donc ils disent j'ai telle espèce, puis on s'envoie des œufs et tout. Mais sauf que moi à l'époque, j'étais jeune, donc je parlais avec des gens sur internet là. Et puis il y avait des très belles espèces, notamment des phasmes du Pérou là, Périphasma schulte, qui sont vraiment magnifiques. Et ceux-là m'avaient vraiment tapé dans l'œil. Et il y avait quelqu'un quand on échangeait. Du coup, je fais, moi j'ai rien échangé. Mais si je fais croire que j'échange, du coup je reçois et j'étais jeune. Et du coup, plusieurs fois, des gens m'ont envoyé des phasmes sans que je leur envoie. Et du coup, j'avais réussi à amasser énormément de phasmes. Donc j'ai vraiment très peu de race, comment on peut dire. Disons que j'étais jeune, et sauf qu'un jour, là ça marchait bien, j'ai fait ça jusqu'à environ mes 10 ans. Et puis là je trouvais que c'était un business florissant parce que c'était cool, mais j'avais quand même un peu, je me disais c'est quand même pas cool pour les gens qui m'envoient des insectes sans recevoir, donc là vraiment je commençais un petit peu à culpabiliser. Et puis au final, un jour, là je suis avec un monsieur sûrement un peu âgé, des phasmes scorpions là comme vous allez voir peut-être sur la photo. Et c'était un joli coffre, vraiment il y avait un mâle avec des belles ailes, une belle femelle bien grosse. Et je vais changer contre peut-être des phasmes du Pérou d'ailleurs, que j'avais amassé avant, mais c'est l'espèce que j'avais pas, où je voulais pas les envoyer. Je sais pas trop ce que j'ai fait, dans tous les cas j'ai rien envoyé. Et puis donc j'ai reçu les phasmes. Et puis là tranquille, moi je vivais ma petite vie pépère lito, et sauf qu'un jour je reçois un coup de fil de menace. Parce qu'il y a un mec, du coup le mec qui m'a envoyé les phasmes, en fait il a retrouvé mon adresse avec mon numéro. Donc il a appelé mes parents et du coup je me suis fait défoncer. Et du coup à la fin j'ai dû lui envoyer ses phasmes. En plus il y en a un qui était mort durant le transport. Et après il m'a envoyé plusieurs mille d'insultes. J'avais 10 ans. Oui, ça avait 10 ans, ouais. Donc c'était hyper jeune. Ouais, clairement, ouais. Mais en plus, tu donnais ton adresse pour que les mecs t'envoient les phasmes. Ouais, c'est ça, surtout vu que c'était par la poste. Du coup, moi je trouvais que c'était un business très intéressant et ça m'a un peu calmé cette histoire. Et entre deux, je me suis dit quand même que c'était pas cool et je me suis excusé pour qu'il me menace encore. Ça m'a bien calmé cette histoire quand même. Faites attention sur internet. Donc du coup ta passion est née il y a hyper longtemps. Yes, c'est ça. Comment ça a commencé en gros, depuis tout jeune, j'aime beaucoup la nature, les insectes et tout. Donc quand je me balade, j'étais vraiment fasciné par tout ce qui est fourmis, coléoptères. Et puis un jour, j'ai trouvé un phasme bâton, donc c'est vraiment ce qui est le plus basique, c'est vraiment l'équivalent d'un Magikarp en Pokémon. C'est pas énorme. Ça fait 30 ans. Et du coup, c'est pas exceptionnel, mais je trouvais ça intéressant. Du coup, je l'avais gardé. Et les phasmes un peu comme les poules, pendant environ un œuf par jour. Et donc du coup, c'est des par parthénogenèse, donc en fait, si on a une femelle, on peut avoir une grande lignée. Et du coup, là, j'avais gardé le phasme bâton. Et puis au bout de peut-être 6 mois, j'avais 20 phasmes bâtons. Donc je fais wow, excellent. Et du coup, à partir de là, je vais devenir éleveur d'insectes. Mais t'avais quel âge à cet âge-là? Je devais avoir 5-6 ans. À cette époque. 5-6 ans. 5-6 ans. Ah oui, d'accord. Ouais. Et tout seul, tu t'es dit, je prends un phasme bâton. C'est ça. Et du coup, après, c'était parti pour la ferme d'élevage. Et t'as été suivi du coup par tes parents au début? Comment tu t'es renseigné sur internet? Du coup ils ont toujours un petit peu ils aiment pas trop ça, mais dans l'idée j'avais ma pièce au fond là où après je jouais à la console, mais du coup j'avais tous mes insectes. Ils s'approchaient pas trop, ils me laissaient gérer ça. La seule limite c'était d'éviter d'en mettre trop dans le salon et de faire peur à ma mère avec. Donc là ça va, parce qu'au début j'avais vraiment peut-être allé 4 espèces, donc c'était ça allait quoi, ça prenait pas trop de place, ça se rangeait dans un placard. Sauf que maintenant du coup on dépasse le millier d'insectes.
Donc là, quand je rentre chez moi, je mets tout dans le salon. Là, ça commence à être compliqué. Ah ouais, le millier d'insectes, ok. Et là, du coup, ça commence un petit peu on commence à me dire, ouais, Hugo, calme un peu, parce que y a plus de place dans la maison. Tu m'étonnes. Parce que c'est assez encombrant quand même, mine de rien, ça. Ouais, c'est ça. Si on veut des boîtes un peu plus grandes pour des bonnes qualités, du coup, c'est vrai qu'il faut, ça prend de la place, du coup. Parce que du coup, pour préciser pour ceux qui nous écoutent, t'es venu gentiment avec déjà pas mal de... Enfin, je me doute que c'est pas grand-chose par rapport à ce que t'as. Le strict minimum. Ouais, c'est ça. Et déjà, ça prend un peu de place, on pouvait pas tous les mettre sur la table, etc. Donc je me doute que, ouais, là, 1000... En vrai, ça prend pas mal de place. C'est plus deux grandes étagères avec le sol aussi qui est pris. Ok. Et donc, du coup, ouais, comment t'as fait? T'as commencé en lisant des bouquins, en regardant sur Internet? Ouais, c'est ça. Surtout sur Internet ou sur les forums, du coup, parce que j'ai arnaqué certes les gens, mais je faisais aussi des recherches. Je parlais sur le forum aussi. Et du coup, il y avait pas mal de passionnés, donc, qui étaient administrateurs et tout, qui mettaient des fiches d'élevage de chaque espèce avec, ils aidaient les nouveaux un petit peu à voir comment on s'organisait, comment on arrosait, comment on élevait, faire incuber des œufs, tout ça. Du coup, il y avait plein de fiches d'élevage, donc assez intéressant, donc c'était assez, facile. Il y avait juste limite à imprimer le truc et à savoir pour chaque espèce les conditions, l'hygrométrie, la température. Donc, clairement, à partir de ça, après. Ouais, donc il y a quand même une grosse communauté autour du phasme. Mais c'est énorme. Plus trop maintenant, malheureusement, les forums ont fermé, là, la plupart. Il y en avait pas mal en Belgique. Donc j'ai fait du deal avec des Belges. Et du coup, malheureusement, ça a pas mal fermé, là. Mais ouais, à l'époque, il y avait même 4-5 gros sites de forums de phasme. D'insectes en général, c'était pas mal. C'était une époque florissante pour le business d'insectes. Tu collectionnes quoi, du coup, exactement? Tu peux nous présenter un peu tes... Globalement, j'aime beaucoup les phasmes. Enfin, c'est assez facile. Mais depuis quelques temps, je me passionne aussi plus pour les prédateurs. Donc là, comme la menthe orchidée que vous avez devant. Globalement, toutes les menthes, je trouve ça vraiment exceptionnel, parce que du coup, tout ce qui est camouflage, mimétisme pour les phasmes, qui est assez intéressant, je trouve. Et du coup, ce qui est pas mal, c'est de juste les observer, de mettre une mouche dedans, et de voir comment elle se tapisse, comment elle se camoufle, et voir la petite mouche qui, simplement se balade sans poser de problème, et qui se fait tout simplement manger. Je pense qu'on prendra des photos de tous les insectes et on les mettra... Ouais, carrément. Et puis de toute façon, t'as un compte Instagram, qu'on peut suivre. C'est ça, si vous voulez, je m'appelle Hugo Beaugrand, ça tombe bien, c'est mon nom sur Instagram aussi. N'hésitez pas. On mettra en lien en dessous. Donc les menthes, tu nous as dit, donc t'as cette menthe là, t'en as d'autres ou... Ouais, bien sûr, du coup on est sur une petite, pas énormément, on a seulement 5-6 espèces de menthes à la maison, donc plutôt des menthes feuilles, donc aussi des menthes ici, Sphodomanthes linolia, qui ont pas vraiment de nom, c'est une menthe africaine, qui vient plus de l'Afrique, ça se tient du coup. On a aussi des menthes feuilles mortes, là qui sont juste en dessous là, donc elles sont sympas, en fait celles-là elles imitent totalement une feuille morte, c'est-à-dire que si on les pose, elles vont se mettre sur le dos, elles vont pas bouger. Et puis à un moment, dès qu'on voit que personne les regarde, elles vont simplement se remettre comme ça en position de chasse un peu. Et puis vraiment imiter la feuille morte, limite même si on souffle, elle va se laisser emporter sans s'accrocher. Et du coup elles sont assez marrantes celles-là. Et elles vont devenir plutôt assez grosses, elles vont faire quand même c'est pas très radiophonique, mais dans l'idée un bon 15, peut-être pas. Ah ouais. Un peu généreux. Peut-être au moins 10 cm. Genre en termes de largeur, avec des grosses femelles surtout. Parce que là tu les as depuis combien de temps, celles que tu viens de nous Celles-là, ça fait, elles sont au stade environ L4, L5. Elles ont peut-être 3-4 mois. Ok. Assez jeune du coup. Et ça vit combien de temps? C'est des cycles souvent d'1 an. Okay. Comme pour les phasmes, du coup, vu que ça reproduit énormément, on va avoir sur une année beaucoup d'œufs lâchés. C'est ça que c'est la stratégie R, je crois qu'on a vu en prépa. Et donc vraiment beaucoup d'œufs sans aucun soin, et au final tous les ans, là, par exemple, là, je suis sur mes fins d'espèces pour les scorpions et les cuirs. Et d'ici environ quelques semaines, je vais avoir tout un nouveau cycle avec au moins 4-5 éclosions par jour sur 6 mois environ. Et ça pourra relancer le business. D'accord. Et donc, du coup, maintenant, tu vois, tu les donnes à d'autres, enfin, soit t'échanges, soit tu les vends. C'est ça, j'en vends aussi un peu sur Internet. Donc là, c'est pour réinvestir ensuite. Et maintenant, j'arnaque plus personne sur Internet, donc maintenant, c'est des vrais échanges. Ok, on peut te faire confiance. C'est bon. Les gens nous écoutent, sur le Bon Coin, vous me trouvez, il y aura pas de souci. Vraiment pas de souci. Plus maintenant. Ça coûte combien à peu près En vrai, c'est quand même très peu cher. Par exemple, pour une menthe orchidée sur le net, sur des sites spécialisés, on est sur une vingtaine d'euros la menthe. On peut s'en tirer pour 30 € pour un couple environ. Et les phasmes, pareil, on est sur l'ordre d'une dizaine d'euros pour la trentaine d'œufs. Donc au final, les œufs ont quand même, il y a quand même un facteur, des fois il y a pas d'éclosion, des choses comme ça, donc c'est plus risqué. Mais si on veut acheter le phasme en lui-même, on est sur entre 5 et 10 € le phasme, pour une espèce assez commune, type scorpion cuir. Si on tape sur des espèces un peu plus rares, un peu plus stylées, par exemple comme les phasmes feuilles, on est plus sur l'ordre de 15 €, les deux phasmes, c'est quand même beaucoup plus cher. Enfin, ça reste quand même assez peu cher par rapport à d'autres animaux de compagnie. Enfin, si on peut appeler ça une autre compagnie, du coup, mais... Et au niveau du coût total, donc avec, je suppose, parce qu'il doit y avoir des règles, tu dois régler la température, je suppose, l'hygrométrie, etc. Tu restes, quand tu les revends, etc., t'arrives à être rentable ou... Ouais, du coup, on n'est pas non plus sur une grosse entreprise, mais dans le j'arrive quand même à rentrer, il y a quand même des investissements de base, ça reste sur l'ordre
vendent une centaine d'euros, type tapis chauffant, grande boîte. Et puis après, ce qui est pas mal, c'est qu'ils mangent essentiellement des ronces, du lierre, choses comme ça, donc pas de souci, il y a juste à aller tout simplement se balader ou à prendre le rosier du voisin pour nourrir les faces. Et du coup, à partir de ça, on n'a pas vraiment de ronces dans ces vieux travers. Ça revient toujours, on se refait pas. Bonjour aux voisins d'ailleurs. C'est approprié, à mon goût dans la face. Tu peux nous expliquer un peu du coup comment ça fonctionne, par exemple pour créer une boîte comme ça, là, celle qu'on a sur la table, l'orchidée, donc c'est ça? Ouais, c'est ça, même, ouais. Qu'est-ce qu'elle a besoin, qu'est-ce qu'elle mange? Alors globalement, elle va manger tout ce qui est mouches et insectes volants. Donc ça va Ok. être pourquoi pas des mouches, voire des moustiques, mais vraiment base des mouches, c'est facile. Par exemple, si on va en magasin de pêche, on peut acheter des asticots pour pêcher la brune, une chose comme ça. Il y a juste à les sortir du frigo, en sortir environ 5-6 par jour. Et puis du coup, on a des éclosions de mouches entre parenthèses qui vont arriver tous les jours. Donc il y aura juste ensuite à mettre dedans. Et sinon ensuite la boîte elle va se composer d'une armature de type boîte verre, plastique. Au fond là ce qui est pas mal c'est depuis quelques années maintenant je suis adepte de ça, c'est de l'humus. Donc c'est de la matière, c'est de l'humus de coco ici. Donc matière organique type fibre de coco. Et si vous voyez, c'est peut-être pas très visible mais il y a plein de petits trucs blancs normalement, des petits insectes blancs, des colomboles qui vont se balader. Et en fait ce qui est pas mal c'est que normalement certaines personnes élèvent les insectes sur du sopalin par exemple et toutes les semaines vont enlever le sopalin, nettoyer la boîte et remettre du sopalin. En fait, avec ça, du coup, les feuilles mortes vont tomber, mangées par les colomboles, les excréments pareil, les mouches mortes pareil. Du coup, on a vraiment un cycle qui se crée. Et les colomboles, la population explose, et dans chaque boîte, du coup, il y a des petites populations de colomboles qui permettent de recycler tout ça. Et après, là, du coup, pareil, sur la menthe, il va y avoir des supports pour qu'elle puisse se poser, un peu se camoufler. Là, ça va être des petits bambous, des petites plantes, et tout ça. Juste qu'elle puisse soit se mettre sur la vitre, soit en haut, et qu'elle puisse tout simplement attendre patiemment. Même aussi, ce qui est intéressant pour les insectes, c'est qu'ils vont muer. Donc, faut toujours mettre des supports un petit peu transversaux pour qu'ils puissent s'accrocher et glisser hors de leur exosquelette. Donc t'as vraiment créé un mini écosystème dans ta boîte pour avoir moins de... C'est ça, du coup, pas de soucis. C'est ça. C'est assez incroyable, hein. Je suis assez fasciné en fait. Je vais en prendre. Non, c'est fou. C'est fou et t'as l'air vraiment passionné par le truc, c'est dingue quoi. Ouais, parce que dans quelques temps, j'ai vraiment trouvé un exutoire un peu là-dedans. Ça prend un peu de temps, mais c'est vrai que c'est quand même assez enrichissant aussi de voir que ça marche et que les insectes simplement naissent et qu'il y a un cycle et que c'est simplement ils meurent pas et que je trouve ça vraiment cool. Et donc une fois que t'as fait ta boîte, donc comme tu nous as expliqué, après quand est-ce que tu dois revenir pour t'en réoccuper du coup tous les jours, souvent je mets un petit pchit avec un petit pchit là. Ouais, c'est ça. Puis du coup c'est pchiter tous les jours un petit peu, qu'elles puissent simplement boire un peu. Et tous les 2 jours elles vont avoir leurs 2-3 mouches à manger. Okay. Donc souvent je fais ça le soir. Je fais souvent ça le soir. Du coup je mets tout sur mon bureau et je leur mets des mouches et je les observe manger. Okay. Mais du coup avec tous les insectes que t'as, parce que t'as dit que t'avais dépassé le millier. Ouais. Quand, je sais pas, là je suppose t'es ici, tu dois pas tout avoir dans ton appart, mais quand tu rentres, ça prend à peu près combien de temps? Parce que avec tous les insectes... En vrai, ça va, parce qu'il y a quand même pas mal d'insectes qui vont être un peu tout seuls. Par exemple, les vers de farine, juste à mettre de la farine et ils vont vivre tout seuls et ensuite passer au stade du coup ténébrion, donc l'imago, l'adulte de l'insecte. Et certains insectes, plus comme les menthes, vu que c'est des prédateurs, tous les quelques jours, faut les nourrir, sinon elles vont mourir. Pareil pour les herbivores, type les phasmes. Tous les quelques jours, tous les 3 jours, là c'est aujourd'hui d'ailleurs, va falloir aller chercher des ronces ou encore prendre le rosier du voisin pour alimenter tout ça. Et globalement, ça dure c'est peut-être 1 heure tous les quelques jours. Okay. Et en vrai, c'est un peu journalier donc. Mais tu te fais un planning pour savoir quelle boîte a besoin de quoi quand ou pas du tout. C'est plus à l'œil, je vois. Vu que c'est un peu, ils ont tous été mis ensemble, à peu près au même stade. Du coup, c'est facile. Si je donne à manger là, je fais tout ensemble. C'est un peu comme pour enseigner les vaches, je fais tout ensemble. Et donc là, c'est pareil ici. Alors par contre, question qui a rien à voir, tu dois être hyper chaud en parasito, parce que vu que tu connais déjà tous les termes pour les cycles... Faut apprendre les cours, du coup, c'est moins mais intéressant, mais c'est vrai que c'était cool, mais vu qu'il faut apprendre, intéressant. Tu sais un peu d'où ça vient cette passion, tu saurais expliquer parce que c'est quand même pas forcément... alors je m'en rends pas... Si, du coup tu disais qu'il y avait quand même une communauté autour de ça, ouais. Mais c'est pas le truc le plus commun. Je suis d'accord, peut-être pas assez répandu. Peut-être simplement je suis assez fasciné aussi par l'apparence globale. Par exemple, il y a des araignées, avant j'en avais peur. Quand j'étais plus petit, pas forcément peur, mais j'étais pas trop fan. Là au final maintenant j'aime beaucoup ça et c'est plus quand on voit l'araignée, c'est poilu, c'est vraiment c'est pas très très appétant quand on voit ça, c'est pas très beau. Mais vraiment je trouve qu'il y a une fascination derrière ça, c'est plus voir comment c'est sa beauté, comment la prédation, voir tous les instincts et tout. Je me suis plus passionné pour l'insecte en tant que ce qu'il est que son apparence réelle. Par exemple pour les je trouve ça vraiment très joli, mais c'est plus voir comment il se cache et tout. Donc je pense que c'est plus peut-être une passion de la biologie peut-être à la base ou quelque chose comme ça. Mais... T'aurais un exemple comme ça à nous donner par exemple d'un insecte que tu trouves vraiment une particularité qu'il a l'omblipige. Du coup c'est pas un insecte, c'est un arachnide. Donc c'est
dans Harry Potter, je sais pas s'il y a des... Si, Harry si, Potter. si, si. Il y a le sort Andoloris sur un animal. Donc c'est un oubli-pige, en fait, ça va être un... Tristan, si tu m'écoutes, on en aura bientôt à la maison. Donc en gros, c'est un... Désolé Lisa. Si on en a un, c'est... En fait, c'est une araignée qui a avec des pattes vraiment très grandes, ça va faire une dizaine de centimètres de pattes, avec deux grosses pattes à l'avant. Et en fait, elles vont se balader un peu comme des crabes sur le côté, comme ça. Et puis en gros, ce qui est assez bizarre avec ces insectes, c'est qu'ils ont vraiment plein d'yeux comme les araignées. Donc, et elles vont assez bizarrement se balader, et leur terrarium va être composé en fait de grosses plaques, donc par exemple des pierres, et puis elles vont se mettre comme ça, genre vraiment cachées, mais c'est bien parce que c'est un peu répugnant, un peu bizarre, mais en même temps je trouve ça vraiment beau, la manière du truc. Donc en même temps ça me dégoûte, en même temps ça me fascine. Du coup je pense que C'est le fait qu'elle se cache comme ça? Ouais, bah, c'est l'apparence aussi, parce que en vrai on va pas se mentir, elle est vraiment moche, mais voir comment elle se déplace, même comment elle mange, genre je trouve ça exceptionnel. Donc c'est plus voir le... Ouais, elle me dégoûte un peu quand même. Mais dans le lit je trouve ça vraiment beau, genre... Ok. L'apparence. Et t'es en coloc à Nantes ou t'es ouais, je suis avec ma coloc actuellement en lot. C'est ça. Ça va, elle tolère les insectes, notamment les mouches dans le frigo, elle tolère jusqu'ici. J'évite de trop j'ai évité de trop m'éparpiller dans le salon. Maintenant, on a quand même un peu de matos dans le salon, mais sinon tout est dans ma chambre globalement. Donc elle tolère les couchettes, on sera en coloc à 4 ou 5 normalement. Donc là, il y a mon futur coloc Tristan qui est vraiment très très chaud insecte. D'ailleurs, qui nous a offert pour mon anniversaire deux belles araignées, Philippus Regius, deux belles celtiques, très très belles. Je conseille de vous renseigner là-dessus. Et donc clairement, c'est sympa aussi de parler avec des gens qui trouvent ça un peu cool et tout. Et pareil aussi, là depuis quelques temps, je suis déjà 3-4. Souvent, il y a des écoles qui m'appellent et je vais dans les classes faire des présentations, donc j'amène tous mes insectes. Puis je fais un exposé sur les insectes, puis les enfants posent des questions. Puis souvent après ils ont leur petit terrarium et ils élèvent des insectes en classe. Mais c'est génial. C'est cool ça. C'est trop cool. Ouais, Comment les écoles te contactent? Enfin, comment tu connais? Globalement, à la base, c'est quand je pose des annonces pour vendre des insectes, c'est plusieurs fois il y a des écoles, une fois et aussi une de mes anciennes profs. Et du coup aussi la mère de Anne, donc une poulotte aussi, qui simplement me disent ouais, ce serait cool que tu passes, ou sinon je propose. Et du coup après j'avais mes petits insectes et puis là souvent les enfants sont vraiment trouvent ça cool, certains ont peur, mais du coup à la fin on essaie de leur montrer un peu que c'est cool quand même, de pas les tuer. C'est dommage d'en avoir peur. Merci Guillaume. Non, les mecs ils sont impressionnants, c'est fou, hein, les gros là que tu nous as, qu'on avait sur la photo. Les cuirs. Ouais, la taille d'une main en fait. Ouais, ceux-là sont faits. Ceux-là sont très bons. Et j'ai vu aussi sur ton compte Instagram que, il y a une publication où t'as tout reconstitué un squelette, c'est ça, en entier? Ouais. Comme ça, c'est dans un autre un peu, c'est un truc que tu kiffes aussi. Ouais, j'aime bien. En fait, c'est quand j'étais j'ai toujours aimé, aussi la nature en général. Et, quand j'étais allé peut-être en seconde, au Muséum d'histoire naturelle à Paris, là, je me suis retrouvé, dans l'immense salle avec tous les squelettes et je suis wow, stylé. Et du coup, j'ai vraiment trouvé ça cool, donc à partir de là, je fais, Moi aussi, je vais faire ça. C'est ça, exactement. Je fais, j'ai peut-être pas assez de place à la maison pour mettre un mammouth, mais un renard, ça passe. Puis du coup, j'étais avec mon père tranquillou, là, et on se balade, on était en voiture. Puis là, il y avait un renard mort sur le bord de la route, donc il dit, oh, Hugo, arrête, c'est dégueulasse, ça pue et tout. T'inquiète, c'est pour la science. Du coup, je l'ai mis dans sa bagnole. Et puis du coup, là, en ce moment, il y a une tête de deux têtes de chevreuil, un ragondin, et plusieurs animaux qui sont en train de se décomposer au fond de ce jardin, donc là, il commence à faire chaud, en plus ça commence à sentir là. Mais bon, vu que j'habite pas chez lui, ça me dérange pas. Agatha, il va t'adorer. Franchement, j'aime beaucoup Monsieur Planétaire. Il me connaît pas personnellement, mais admiratif. Et donc ça se passe comment en fait? Donc alors tu décomposes, tu laisses l'animal se décomposer? Ouais, c'est ça, ouais. En plus, ce qui est pas mal, c'est qu'il y a, du coup, je peux lier ma passion, peut-être pas pour les animaux morts, parce que c'est un peu bizarre, mais plus pour les squelettes, on va dire, donc la finalité. C'est un peu tard, je pense. J'aurais dû me présenter. Et ce qui est cool aussi, c'est qu'il y a des insectes qui vont venir, du coup, là, c'est un peu le crossover entre les insectes et les animaux morts, les squelettes plutôt. Parce qu'en fait, il y a des insectes, notamment des nécrophores, je me souviens, c'est des gros coloptères comme ça. C'est pas encore très radiophonique, mais dans l'idée, on va dire deux phalanges, qui sont assez beaux, ils sont un peu jaunes avec des points. Et en gros, ils ont des belles petites antennes un peu comme d'hanetons. Et ils vont simplement venir, ils vont en fait sentir la charogne, ils vont voler comme ça jusqu'à la charogne, déposer leurs œufs. Et on aura simplement plein d'insectes qui vont émerger après. Donc au début, il y a des mouches, il y aura plein d'asticots, puis il y a aussi des larves de coloptères type nécrophore. Et il y a vraiment une faune immense qui va se créer autour de la carcasse. Donc du coup, j'aime aussi observer les carcasses. Donc tu observes aussi la carcasse? Ouais. Et donc ça se décompose en combien de temps à peu près? Alors ouais, en été ça va vite. En hiver c'est un peu plus long parce que du coup ça gèle pas mal, donc ça prend du temps.
Avant, j'enterrais, parce que ça sentait moins. Mais du coup, maintenant, j'enterre plus. Donc ça sent beaucoup. Et en gros, ça, souvent, en un petit mois, normalement, s'il fait chaud, que les asticots se développent bien, en un petit mois, on peut avoir fait le tour. Ok, et donc tu récupères tous les os. C'est ça. Et après tu... Alors ensuite, il faut passer par une petite étape, donc j'ai une petite brosse à dents, pas ma personnelle, une brosse à dents spéciale animaux morts. Puis après, j'ai mon petit savon, donc au début, je frotte comme ça, tac, tac, tac. Donc là, ça va être histoire d'enlever un peu toutes les poils, toutes les chairs qui vont rester un petit peu collées. Aussi de dégraisser un peu tout ça. Ensuite, du coup, j'essaie d'un peu de garder la forme, parce qu'après, c'est galère des fois de se retrouver dans les os, dans les côtes. Donc j'essaie un peu de garder la forme, puis après, donc ça passe par un petit savonnage, un rinçage. Après, du moment, je fais un petit bain d'oxygéné pour blanchir un peu et un peu aseptiser le truc. Et puis après, ça va être séché, mettre un peu au soleil, ça blanchit un peu, c'est cool. Et puis après, ça va être mettre une planche et coller les os. Tu les colles sur une planche, du coup. C'est ça, ouais. Alors, je mets, du coup, il y a une planche en support, puis j'essaie de mettre des bâtons un petit peu. Pour l'instant, c'est pas trop en bourgeoisie, du coup, ça reste des pics de brochette. Mais d'ici quelques temps, j'espère avoir des pics en ferraille. Et du coup, cette histoire de surélever tout ça, donc mettre la colonne en premier, puis ensuite, coller les os sur la colonne avec des systèmes de bâtons. Ça te prend combien de temps, du coup, Ah ouais, toute cette étape? Donc, 1 mois pour décomposer le lanier, C'est ça. après, si les conditions sont favorables, et ensuite... Ensuite, il y a peut-être une petite semaine de boulot après. Genre, parce que du coup, faut attendre un peu, faut laisser tremper dans l'eau, faut un truc comme ça. Puis après, le montage, c'est quand même assez vite. Tout maintenant qu'on a eu les beaux cours d'anatomie de Monsieur Claude Guintard. Tu dois être aussi hyper chaud en maths, d'ailleurs. Bon, je suis au rattrapage, mais... Ah, là-dessus. Ouais, bizarre. C'est pas à cause des os. Il est pas bon en dessin, peut-être. Ou t'as passé trop de temps là. Ouais, c'est ça, je préfère bosser la pratique. Voilà, c'est ça, c'est plus notre C'est pour ça. Derrière, t'aimerais en faire une spécialité enfin, t'envisages ça dans un truc professionnel ou juste garder ça comme ça? Pourquoi peut-être plus, c'est un peu un deal, je sais pas si peut-être des fois il vaut mieux garder en passion ou investir sa passion en métier. Mais je pense peut-être, vu que je suis là, je me dis peut-être faire veto quand même. Et je vais terminer les études de veto, je pense. Et puis garder les insectes en passion. Du coup, je pense garder ça en passion, donc là, faudrait que je m'arrange avec ma femme pour avoir une pièce, voire même la maison pour stocker tout ça. Et on sera tout. Mais du coup, il y a je sais pas, j'imagine qu'il y a peut-être des espèces qui valent beaucoup d'argent. Il y a des gens qui sont spécialisés dans le soin, genre des vétos qui s'occupent de ça, ou... Je crois qu'en France, je suis pas sûr, mais en Chine notamment, ils ont un peu des coléoptères de poche. Donc c'est dans des boîtes, ils ont souvent des insectes qui chantent des grillons aussi. Et c'est un peu, ils sont hyper attachés. Donc là, je pense que il y a des... Je sais pas si en termes de soins, mais du moins en termes de sélection, donc sélectionner les plus beaux, sûrement, même d'un point de vue génétique. Il y a vraiment des espèces aussi assez rares. Il y a un compte Instagram, je vais très mal le dire, je vais le dire à peu près NSU ou un truc comme ça. Et puis en gros, tu l'envoies en le mettant. Et en gros, ce mec-là, il a genre des mantes, et c'est des mantes qui sont vraiment hyper rares, c'est des mantes dragons, qui sont genre hyper longues, un peu type mousseuse. Donc là, je pense vraiment on peut taper dans les centaines, voire peut-être milliers d'euros la menthe. C'est très très rare. Ah ouais. J'ai pas les chiffres, je me suis pas renseigné, mais je crois que ça peut vraiment être très cher. Là, les conditions là, faut vraiment bien faut pas se foirer. Et je t'ai pas posé tout à l'heure, mais tu parlais d'un tapis chauffant. Ouais. C'est pour tous les insectes ou... Ça dépend, c'est plus pour les menthes, c'est un peu pour les insectes qui vont vivre soit en Afrique, soit dans les tropiques un petit peu, donc les climats un peu type tropicaux du coup. Et donc là, cette histoire de recréer un petit peu la chaleur, parce qu'il y a des espèces qui vont se développer bien entre température moyenne, donc j'imagine 20 degrés dans une maison. Mais certaines vont se développer plus vite, voire même se développer, parce que certaines vont mourir. Les oblats, pareil aussi, par exemple, vont juste éclore que s'ils sont dans une température assez élevée. Donc il y a des choses comme ça à respecter, parce que sinon on aura tout simplement soit une mort, soit une non-perpétuation de l'espèce. Donc ouais, c'est pas tous. Donc les faces pas trop sur les chauffants, mais du coup je mets les tapis en bas, donc ça chauffe un peu tout le monde. Mais c'est surtout les menthes qui vont être chauffées. T'as parmi les insectes parmi tes milliers d'insectes, il y a genre des espèces qui sont un peu en disparition, que tu essaies de préserver ou pas du tout, tu t'intéresses pas? Très j'imagine que là c'est comme des insectes, franchement j'ai pas encore un assez gros cheptel de trucs, un gros cheptel certes, mais pas d'espèces non plus très très rares, très dur à trouver. Mais à ma connaissance, non, je crois pas avoir d'espèces un peu. C'est souvent des espèces type qu'on trouve sur internet, donc ça va être sûrement c'est prises en nature il y a déjà des dizaines voire des centaines d'années. Donc je pense que non, dessus il y a pas trop. Mais ça t'intéresserait de faire un peu une sorte de sauvegarde Carrément. Ouais. Ouais, carrément. Ouais. Franchement, ça peut être cool. Et c'est pour ça, du coup, avec toutes les passions que t'as, je trouve ça... d'où vient un peu l'idée de veto? Parce que j'aurais plus été en agro, faire des études d'écosystème et tout. Ouais. Pourquoi veto? Qu'est-ce qui t'a motivé? J'aime bien disséquer aussi. C'est vraiment les la mort, quoi.
Allez consulter. N'allez pas chez lui. On a pu les soigner. N'allez pas chez lui. Il a pas dit chirurgie, hein. C'était 17 heures. En fait, il veut travailler en labo. J'aime bien l'euthanasie, bon, c'est vrai, mais ça. C'est un bon moment. Donc ouais, non, bah, je pense, ouais, c'est ça, ouais. Ok. Parce que ouais, même t'as fait dans un musée, justement, comme tu disais, même, j'imagine, tu parlais du musée d'histoire Musée, naturelle, ce genre de choses, je pense que t'adorais. Ouais, j'ai hésité, ouais, du coup, je savais pas trop quoi faire. Bah, l'orientation était assez bancale. Au début, j'étais, au collège, donc j'aimais bien les animaux, donc je vais peut-être faire veto. Puis j'aimais bien aussi le métier de médecin légiste, parce que du coup, il y avait des insectes. Donc là, j'hésitais à être médecin légiste, mais j'ai vu qu'on voyait pas que des autopsies et tout, il y avait aussi, voir avec les gens qui se faisaient frapper, des choses comme ça, constater des coups. Ça me plaisait moins. Je voulais vraiment voir tout ce qui était autour de la mort. Ah, bien sûr. Oh, putain, j'en ai On compris. avait capté le thème. Petit leitmotiv. Je sais pas si tu dormiras chez moi un jour, mais. C'est rien qu'à toi. Des gens morts. Je sépare bien business et passion, quand même. Pas de souci là-dessus. Et voilà, ouais, c'était plus, l'amour un peu des animaux, donc là, en troisième, je sais pas trop quoi faire. Je suis voir la conseillère qui m'a dit, avant MFR, c'est cool. Je connaissais pas, donc, je me suis renseigné, puis j'ai vu que c'était pas de débouché veto. Donc j'ai fait, je suis pas chaud. Du coup, je suis allé en cycle normal. Puis après, arrivé là au lycée, fallait faire un choix. Donc, au début, je voulais faire médecine. Puis après, je sais pas, veto, ça avait l'air cool quand même, parce qu'il y avait encore des trucs à disséquer. Puis ouais, j'aime bien quand même les animaux de manière globale. Et puis du coup, j'ai très peu recherché, mais j'ai lu la prépa ensuite, tout ça, donc c'était vraiment cool. Puis après, j'hésitais aussi peut-être à aller en étude de chimie, parce que j'aime bien aussi tout ce qui est la chimie, les molécules, tout ça. Pour dissoudre les corps, je suppose. Notamment. Tout ce qui est mortel, enfin bon. Mais c'est vrai que ça, on s'en sert, non, des insectes comme ça pour, justement, sur les cadavres, parfois pour dater. Absolument, ouais. C'est ça, c'est un Ouais. taf, ça. C'est ça, c'est Entomologiste. ça doit être entomologiste nécro, un truc comme ça, ouais. Et du coup, ces mecs-là, ils viennent et ils constatent, ils prélèvent les larves de mouches et ils voient en fonction de la date, donc s'il y a certaines espèces, ils vont savoir dater il y a 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Même aussi les interactions, donc s'il y a cette espèce-là, un peu comme on faisait en prépa avec les fossiles et tout là pour dater tout ça, donc c'est un peu pareil. C'est un très beau métier, j'imagine. Non, on rigole, mais en vrai, c'est très intéressant. Ouais, Et en ouais. plus, du coup, toi, tu dois pouvoir faire ça quand t'as ton cadavre au fond de ton jardin. Ouais. Je pense que tu vois l'évolution des... c'est exceptionnel. Je vous Ouais. conseille à tous de mettre un truc mort. Alors, Je le conseille à tous. Non, mais c'est vrai que c'est fou. Et dans ta collection, c'est lequel, celui, ta dernière acquisition, ou celui dont t'es vraiment fier, que t'adores regarder? J'aime beaucoup la menthe orchidée. Ouais. Celle-là, elle est quand même majestueuse. Et après, ce qui est pas mal, c'est qu'elle va évoluer. Donc là, elle est assez petite. Elle est environ L3, L4. Donc elle va être adulte d'ici, un petit mois et demi, je pense. Et ce qui est bien, c'est qu'en fonction de ce qu'on lui met, elle va peut-être adopter une teinte différente. Si je lui, je vais peut-être bientôt lui mettre une orchidée. Et là, on peut voir déjà sur les petites patounes, là, il commence un peu à rosir. Et du coup, en fonction un peu de comment, des fois, s'il fait plus ou moins chaud, les conditions et tout, choper des teintes différentes. Et donc, à l'âge adulte, des fois, elle sera un peu marron souvent. Au niveau, de l'encolure un peu, donc au niveau du thorax. Et donc, tout ça, en fait, il y a aussi, on peut un peu varier un peu enfin, déjà, on a une espèce de base, puis ensuite, on peut varier à quoi elle peut ressembler en fonction de ce qu'on lui met et tout. Ça, je trouve ça cool aussi. J'ai une question qui est peut-être un peu bête, je me rends pas compte, mais est-ce que ça existe le bien-être animal chez les insectes? Parce que après je n'y connais pas beaucoup, mais je suis assez fasciné par la boîte que t'as, je trouve ça magnifique, et tout l'environnement que t'as recréé. Parce que j'ai l'impression qu'il y en a qui vont juste avoir des insectes dans des toutes petites boîtes et beaucoup les entasser. À ma connaissance, je crois pas du moins qu'on soit blâmable si jamais on Non. traite un insecte ou quoi, mais c'est vrai que j'imagine qu'il y a des conditions plus ou moins bonnes. Mais déjà, les insectes, ça c'est compliqué, donc on a des doutes sur le fait qu'ils ressentent la douleur, choses comme ça, donc on n'est pas sûr non plus de transposer nos sentiments type animaux aux insectes aussi. Donc à partir de là, et du coup, ça va être un peu... globalement, je pense qu'on peut voir si ça se passe bien. Déjà, si ça se passe mal, ils seront forcément quasiment morts, ou... Ouais. Donc en fait, ça va vite. Donc souvent, en un an, on n'a plus d'insectes. Donc là, on se dit, on va peut-être faire un truc. Mais quand tu fais des boîtes comme ça, c'est quoi? C'est parce que tu trouves ça joli, ou aussi, parce que... Ouais, clairement. c'est Ouais, c'est parce que ça fait un peu de déco. Ouais, C'est de la déco, c'est super forcément. beau. Ouais, même les grosses là, je trouve que je sais pas, dans ma tête, c'était juste plein de petites boîtes avec plein d'insectes à l'intérieur et qu'on entasse dans des étagères. Ouais, donc en fait, Ça dépend, il y en a aussi comme ça aussi, mais c'est vrai que, là, c'est cool, ça fait un peu petite déco, c'est pas piqué d'hannetons, clairement. On s'en régale. Et si par exemple quelqu'un voulait s'y mettre, comment on peut commencer? Déjà me contacter sur mon site internet. Non, pas encore. Mais je vais essayer de le créer pour la semaine prochaine. Sinon, on peut voir, je conseille du coup les forums, donc on peut voir un peu, même des vidéos, surtout il y a pas mal de vidéos, donc des insectes, ça c'est cool. Pas des évolutions, donc tout ça. Après aussi, je conseille, si vous voulez voir un insecte intéressant, je pose ça comme ça. Le Dynastircule, que j'ai eu pour anniversaire l'année dernière, ça va être le plus gros coléoptère du monde. Donc c'est vraiment, il va faire ça, donc vous mettez vos 2 points de main
Si vous êtes bûcheron, ça marche encore mieux, donc c'est vraiment un truc énorme. Et quand ils volent, il y a vraiment un bruit exceptionnel, c'est-à-dire qu'on peut les entendre d'une pièce à l'autre, ça fait et puis il y a des vidéos sur internet qui sont trop belles, et du coup après on va arriver avec une larve grosse comme ça. Et du coup, si vous regardez la vidéo, je vous mettrai un lien si vous voulez. Pour commencer, c'est un peu... Non, c'est en fait, c'est facile, parce qu'en fait, il y a juste à prendre une grosse boîte. Dedans, tu mets genre du terreau, tu mets des feuilles mortes et tout. Et puis, donc, les larves, elles mangent tout ça. Puis, elles grossissent, avec un lito, ouais. Okay. J'avoue, pour les insectes qui volent, etc., tu fais quoi? Tu les laisses quand même dans des boîtes un peu plus grosses ou tu les laisses en liberté? Je sais pas. Du coup, j'ai très peu d'insectes volants. Liberté, j'aimerais bien. Ma coloc est moins chaude. Et du coup, souvent, j'ai très peu d'insectes volants. Donc là, c'est pas le souci pour les dinastercules, du coup, quand ils vont être adultes, qui vont vouloir voler. Donc là, c'est peut-être faire une petite volière, je sais pas encore. On va voir tout ça. T'en as déjà perdu ou pas, chez toi? Ouais, pas plus tard qu'avant-hier. J'étais tranquillement, avant de partir, tu les recomptes. T'inquiète, Guillaume, t'inquiète. Et ouais, pas plus tard qu'avant-hier, fallait que je gère un petit peu mes blattes, parce que j'élève des blattes à côté pour donner aussi à manger. Et puis, tout simplement, il y en a une qui s'est fait la malle. Puis, j'avais un peu la flemme de la rattraper, parce qu'elle court vite. Donc, je la retrouverai plus tard. Je l'ai pas retrouvée. Puis, du coup, arrivé peut-être 5 heures plus tard, vers 23h, et ma coloc, Louloute, qui fait, ouais, putain, Hugo, c'est quoi ça? Il y avait, la blatte qui courait partout, là. Elle s'était cachée. Et du coup, c'est pas rare que des fois, même dans ma chambre, il y a des phasmes bâtons qui se baladent un peu, ou même ouais, tout ça. Donc, après, c'est cool, c'est que j'ai 3 araignées qui traînent dans ma chambre, aux 4 coins. Aux 3 coins, là. Puis, du coup, elles mangent tout ce qui s'échappe. Mieux faire des cauchemars, c'est stylé. C'est écosystème dans la chambre aussi. On voulait te parler aussi d'un autre truc, c'était par rapport, justement, on en a parlé tout à l'heure, mais genre, tous les insectes qu'on mange, etc. Ouais. Ouais, en gros, un peu, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que toi, ça t'intéresserait, par exemple, de faire dans ta chambre pour en bouffer ou Carrément. J'ai déjà j'ai des vers de farine que j'ai déjà mangé l'été dernier. Là. Ok. Donc, ouais, c'est cool. En fait, c'est très facile, parce que c'est comme parlait Marie, c'est dans des gros bacs, on peut élever plein d'insectes. Donc en fait, les vers de farine vont passer par cette vers de farine, puis une nymphe, donc c'est un peu comme les papillons avec les chrysalide. Puis ensuite, ça va être un scarabée, un ténébrion, comme vous voyez, le petit scarabée, une petite phalange quoi. Et en gros, ceux-là, ils vont pouvoir pondre, donc c'est quand même assez facile. Si on chauffe, ça va encore plus vite. Et donc en un an, on peut vraiment passer de 10 grammes d'insectes à peut-être plusieurs kilos. Et donc ça, comme c'est ma réussite très protéique et tout. Et en fait, j'avais testé, donc j'avais mes vers de farine. Donc ce qui est bien, c'est peut-être d'éviter, parce qu'il y a quand même des sites aussi pour les reptiles et tout ça, pour acheter des insectes. Et on peut simplement acheter ces insectes-là, les reproduire, et souvent on conseille de les manger, pas ceux qu'on vient d'acheter à la grosse entreprise, plutôt de faire un cycle entier et de manger notre production en gros. Donc en fait, après il y a juste à les sortir, soit on les ébouillantes, soit on les met au congélateur, puis ensuite ils beurrent, puis ensuite revenir dans une petite poêle, agrémentée de paprika. Et ça, ce que j'ai fait était vraiment très peu bon. Vraiment, c'était pas bon du tout. J'avais trop cuit, mais dans l'idée, ça peut être bon. Parce que c'est un truc tout nouveau, donc il faut apprendre à maîtriser et tout. Ah, c'est ça. Il doit y avoir, ça se trouve, des chefs spécialisés. Je pense, ça devrait, j'espère que ça va émerger, ouais. C'est ce truc à faire. Je m'en bats pas si ça te rassasie, par contre, genre si tu manges que ça, par exemple. Parce qu'il en faut beaucoup, quoi. C'est assez petit, oui. Ouais, je sais pas si la satiété est pareille. Je pense que t'as pas la sensation ça, d'avoir mangé beaucoup, mais derrière l'énergie, à mon avis, si t'en manges énormément, tu dois prendre du poids, mais rapidement, quoi. Ouais, donc ça te dérange pas d'enlever pour les manger? Ah, du tout, non. Seulement pas c'est que j'aime beaucoup, mais en vrai, pourquoi pas. Genre même très très chaud, oui. Trop bien. Bon, écoute, je pense qu'on a fait un peu le tour de tout ce qu'on avait prévu. Je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, ou toi, si t'as un truc dont tu voulais nous parler, en profiter. Moi, je vous conseille à tous de vous renseigner sur les insectes, parce que c'est vraiment cool. Surtout de pas tuer les insectes ou les araignées qui viennent chez vous, parce que ça sert beaucoup, tout ça. Je conseille les araignées, parce que c'est pas mal, elles vont manger, du coup, les insectes qui vont se balader chez vous, même les mouches. Ouais, aussi, en vrai, ouais. Mais ça sert vraiment, du coup, c'est vraiment cool. Là, on peut les observer, genre, des fois, dans l'escalier, on a une grosse tégénière, donc les grosses araignées noires, là. Et celle-là, en fait, c'est bien, parce qu'elles vont manger toutes les mouches qui traînent, tous les trucs, donc ça fait une petite filtration de ce qui rentre dans la maison. Et donc, sinon, je vous conseille de vous renseigner sur l'insecte, parce que c'est cool. Puis pourquoi pas en adopter, ça c'est l'objectif. Et pour appréhender la peur, donc parce que toi, tu disais qu'à la base, t'étais pas forcément à l'aise avec les araignées. Ouais. Le conseil, c'est quoi? C'est se renseigner sur comment elle va vivre. Vous allez chez lui. Je sais pas, c'était un peu... En machin directement. Un peu brusque. Mais 13 rue de la Bénatière, venez nombreux. Mais du coup, si par exemple il y a quelqu'un dans l'école que ça intéresse, qui aimerait bien commencer un petit truc et tout, il peut se tourner vers toi, t'envoyer un petit message sur Insta. Même un petit mail ou quoi. Un petit mail. Laurent.igor@gmail.com, n'hésitez pas.
Donc adresse mail ouverte, consultée quotidiennement, n'hésitez pas. Et ouais, pourquoi pas se renseigner ou même venir me parler s'ils veulent je peux en donner 30. J'ai pas mal de fonction des arrives, je pense que j'ai qui nous quoi, mais souvent j'ai des phasmes scorpions. Arrête un asperimus à donner si vous voulez, donc contactez-moi. Et puis, le site internet avant la semaine C'est prochaine, ça. tu nous l'as promis. Bravo, c'est là-dessus. C'est promis. Merci beaucoup. C'est vraiment intéressant. hyper intéressant. Merci beaucoup à vous, ça. De découvrir comme ça on se soupçonne pas forcément. Bon, apparemment, si, en fait, parce que t'as déjà fait des interventions, En anglais, ouais, ça ouais. Mais c'est fou, quoi. Et puis, je trouve ça très intéressant. Enfin, on sent une passion, c'est juste incroyable. On pourrait t'écouter, je pense, très longtemps, parler de chaque espèce qui est là. C'est trop cool. Ça fait très plaisir, je vous remercie. Voilà. Merci à toi. Et du coup, maintenant, on peut te laisser enchaîner avec les actus sciences. Ok, ça marche. Alors, j'ai fait des petites recherches parce que je me suis dit, qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Alors, la première chose que j'ai trouvée, c'est que, on voit que le confinement, il y a du bon, parce que l'homme, vraiment, il cherche à faire qu'un seul avec la nature, parce qu'on a des chercheurs allemands et norvégiens, donc vraiment une teammate incroyable, qui ont voulu savoir comment réagiraient des rennes à la vue d'êtres humains déguisés en ours. Donc, à voir ce que ça peut donner. Testez chez vous, dites-nous. Ensuite, du coup, je me suis dit, bon, la folie, on continue. Et en psychologie, j'ai trouvé que y a des auteurs, des chercheurs qui ont trouvé que les gens qui se coucheraient tard seraient plus susceptibles d'être narcissiques, manipulateurs et psychotiques que les lève-tôt. Donc je me suis dit, ok, on va réfléchir, mise en situation. Il est 5h du matin, tu dois te lever, ok, t'es fatigué. On va dans la salle de bain, miroir. Là, je vois quelqu'un, je dis, oh, c'est bizarre. Du coup, comme j'ai peur, je prends mon couteau, parce qu'on sait jamais, psychotique. Ok, le point, il est prouvé. Deuxième chose, je dis, bon, j'allume la lumière, quand même. Je vois quelqu'un dans le miroir. Bonjour madame, déjà. Excusez-moi, qu'est-ce que vous faites là? Je vois, on me parle, ok. Au final, je me rends compte que c'est moi. Bon déçu, mais ok, j'apprends à me voir, à me connaître, et c'est là que le narcissisme vient. Et du coup, voilà, franchement, ça se tient, pourquoi pas. Est-ce que ça peut être une solution pour que tout le monde s'aime? Pourquoi pas. Un peu déçu qu'il n'y ait pas quelqu'un d'autre dans ma salle de bain, mais bon, c'est pas grave. Et puis sérieusement, j'ai trouvé une étude. En fait, ça s'appelle le Xenobot. Donc en fait, c'est un projet qui est né il y a à peu près 1 an. Ils ont actualisé il y a quoi, 1 mois. En fait, c'est un petit robot il a été créé à partir de cellules de grenouilles. Donc en fait, ils ont pris l'ADN des grenouilles et il a été conçu artificiellement via un programme informatique. Donc c'est un projet qui vient des États-Unis. Et donc c'est à moitié organisme vivant et à moitié robot. Et en fait, ils disent donc que ce n'est ni un robot conventionnel ni une espèce animale connue, mais que pour l'instant, ils cherchent à faire, ils ont déjà réussi à faire marcher, nager le petit robot, le faire déplacer au niveau des objets. Et en fait, le but, ça serait notamment de l'utiliser pour récupérer des plastiques dans les grandes mers, et même l'utiliser au sein de la médecine vétérinaire et humaine, parce qu'il pourrait transporter des médicaments notamment. Donc ça pourrait être vraiment pas mal. Après, évidemment, faut toujours baliser ce genre d'expérience et de projet, parce qu'on sait très bien que Black Mirror n'est pas si loin. Donc on sait jamais. Et donc voilà, je voulais un peu avoir votre avis concernant ce petit robot, parce que c'est vrai que ils ont réussi à faire ça à partir d'un projet, ça paraît fou, quoi, de se dire qu'aujourd'hui, il y a des petits robots qui peuvent potentiellement être dans vos vaisseaux et apporter le médicament dans les différents organes. Il peut se régénérer en quelques minutes. Ils ont réussi ça là en mars dernier à faire en 5 minutes le Xenobot il se régénère. Donc il y a pas de cerveau, il y a pas de système nerveux, mais contrôlé par le super ordinateur comme ils appellent ça, ils arrivent à faire des choses incroyables. Donc je veux avoir un peu votre avis. Je suis pas sûr qu'on le voit d'aussitôt en médecine vétérinaire, parce que va dire un éleveur, je mets des micro-robots dans ta vache, bon. En humaine par contre. En humaine, par contre, ça doit, je pense que c'est pour ça qu'il faut autant rechercher. Il doit y avoir beaucoup de thunes derrière aussi qui doivent être investies, parce que le jour où ça sortira et ce sera au point. Ça fait très dessin animé, je trouve. Ça fait un poil flippant, comme ça, présenté comme ça. On va Ouais. voir. Ouais, c'est ça. C'est ouf. Donc du coup, après ils essayent de faire en sorte qu'il y ait aussi une mémoire, comme ça, s'il y a toujours les mêmes choses qui se présentent, mais après, est-ce que ça va pas prendre la place de certaines cellules? Ça fait un peu flipper. Ouais, ça fait flipper un peu. Ouais. Surtout, je me dis déjà qu'il y a des gens qui n'ont pas envie de faire un vaccin contre le Covid. Mettre des robots dans le corps, je suis pas encore sûr que tout le monde soit prêt. Ouais, encore, il y a pas encore Elon Musk sur le travail, mais bon, on n'en est pas loin, quoi. Donc voilà, c'est de ça que je voulais vous parler aujourd'hui, quoi. Bah super, merci pour cette première chronique. Un peu stressé quand même. Ouais, ça s'entend très pas. bien. Ouais. Tant mieux.
Et du coup, on peut finir sur Moukat, qui va nous faire son astuce écolo. Voilà. Moi, on va parler argent. Ouais. Ou plus précisément, l'impact des banques sur les banquises. Donc, comme vous le savez, aujourd'hui, avoir un compte en banque, c'est quasiment une obligation. Pour percevoir les prestations sociales, les allocations familiales, le RSA, la sécurité sociale, etc. Et 99% des Français en ont un. Et donc, en fait, les banques installées en France, elles gèrent un actif total de 8 500 milliards d'euros. Donc, pour l'instant, quel est le rapport avec l'environnement ? Je vais vous le dire. En fait, tous ces sous, ils servent notamment à financer de nombreux projets à l'international, et dont certains qui ont un impact pas ouf sur l'environnement, et dont on n'est pas forcément au courant quand on choisit sa banque, parce que c'est vraiment, personnellement, pas du tout le premier point que je regarde pour choisir une banque. Aucun point en fait, mais ceux qui choisissent des banques et qui s'y intéressent, je pense pas que l'impact sur le climat ce soit le premier truc qu'ils regardent. Mais en fait, ces projets controversés sont souvent soutenus à l'étranger pour éviter les risques légaux et de réputation qu'il pourrait y avoir à financer des projets comme ça en France. Et donc bon, je vais vous donner quelques exemples parce que pour l'instant ça fait pas très concret. Par exemple, le BNP Paribas, donc une grosse banque en France, participe au projet charbon indien de Tata Mundra, qui est en fait une méga centrale à charbon, la première en Inde, et qui représente le 3e émetteur de gaz à effet de serre en Inde, et qui en plus de ça entraîne une émission de métaux lourds qui dégrade la situation sanitaire de la population locale, qui est déjà pas forcément ouf, et ça entraîne une destruction de larges terrains de mangroves et de forêts riches en biodiversité dans la région. Donc voilà, pas tip top pour l'instant, et donc ça c'est financé notamment par BNP Paribas avec les sous qu'on dépose sur cette banque-là. Un autre exemple qui est aussi très génial, c'est la Société Générale, qui elle finance le projet AlphaCol. C'est un projet d'extraction et d'exportation de charbon issu du bassin de Galilée en Australie. Et donc en fait ce projet-là, ça entraînerait des émissions de plus de 1,8 milliard de tonnes de CO2 en 30 ans. Et ce qui en ferait, selon Greenpeace, le deuxième projet de développement d'énergie fossile le plus émetteur de carbone au monde. Donc voilà, en plus de ça, ça menace la Grande Barrière de Corail parce qu'en fait, ils achemineraient le charbon au marché asiatique et du coup, ils passeraient par cette barrière de corail et du coup, ça serait un impact environnemental assez important. Donc voilà, globalement, pas ouf. Mais bon, je peux vous donner un petit classement des banques françaises pour vous donner une idée, sans doute la vôtre est dedans. Attention au cas où si on veut se faire sponsoriser. Ouais, donc alors du coup, ouais, il y a notamment un sponsor du BDE, donc voilà. Au pire, on bipera. Donc dans les pires, donc j'ai parlé de la Société Générale, il y a aussi donc BNP Paribas et le Crédit Agricole LCL. Voilà. D'où le petit bip. Pour celles qui sont pas ouf, mais ça va encore, on a la Banque Postale, le Crédit Mutuel CIC et la Banque Populaire Caisse d'Épargne. Et les mieux, donc de ce que j'ai trouvé, que je connaissais pas du tout, donc la NEF, je sais pas si ça vous parle, et le Crédit Coopératif. Moi ça me parlait pas du tout, je les connaissais pas, donc ça on disait un peu long sur tout ça. Mais en tout cas, c'est des banques qui ont vraiment un impact minime sur l'environnement et dans les projets qu'elles financent, et elles financent notamment des projets à l'échelle locale et un peu pour redistribuer dans les communautés. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et donc voilà, je voulais vous partager un peu ça. Vous pouvez trouver plus d'infos sur financeresponsable.org. On pourra mettre en description. Et donc voilà, si vous voulez choisir une banque qui épargne le climat. Alors, je voulais juste rajouter parce que justement, j'ai vu des posts sur Facebook et des articles qui parlaient un peu de ce truc-là. Et c'était notamment, je crois que c'était une interview brute, quelque chose comme ça au Combini, et c'était sur une banque qui a ouvert cette année, et qui est justement, en gros, donc pour l'instant, je crois qu'il n'y a pas grand monde, il y a genre 3000 adhérents en France, et où en fait, ils donnent, tu peux savoir ce qu'ils font de ton argent, donc les projets qu'ils soutiennent, et en fait, c'est que des projets écologiques, c'est-à-dire c'est pour investir dans des centrales éoliennes, des centrales... je sais pas, thermoélectrique, que des trucs comme ça. Ouais. Je sais plus du tout le nom, donc là je pourrais pas le dire, mais je pense que si vous cherchez sur Facebook ou sur YouTube, vous pourrez trouver ce truc-là qui était sympa. Je sais pas si c'est la NEF, parce que bon, la NEF ça m'a pas l'air hyper connu, en tout cas bon,
Je ne connais pas trop en banque. Je crois pas que c'était ça, mais c'était vraiment un truc qui avait été créé cette année. De toute façon, on peut retrouver ça et le mettre en description. Ouais, ce sera mis en description. Ouais. Mais dans tous les cas, ce qui est important à regarder, c'est la transparence de ce qu'ils font avec l'argent, et en vrai, ça peut se retrouver. Enfin, les grandes banques le mettent pas forcément, du coup, parce que c'est pas forcément bien à dire. Mais du coup, c'est intéressant de regarder ce qu'ils en font et d'avoir un peu l'impact qu'on a, alors qu'on se rend pas du tout compte en plaçant notre argent qui va être utilisé dans un truc comme ça, quoi. Bah, merci, Moukette. On arrive à la fin, du coup, de ce podcast. Voilà, qui était le dernier de la saison 1. La fin du podcast et de la saison, ouais. On est tout triste. Déjà, merci à vous d'être venus. Merci à toi, Hugo, c'était hyper cool. Et d'ailleurs, j'ai oublié de te demander, est-ce que t'as une chanson en ce moment que t'écoutes pas mal, ou un truc, la kiffance, évidemment. Ok, là, ça part, là. Ça démarre. Que dire, si, je voulais remercier tous les gens, du coup, qui ont fait partie du projet. Et j'ai ma petite liste parce que sinon je vais en oublier. Déjà toi Kylian, merci de m'avoir suivi là-dessus. Romain qui était pas là, Florine et Laura, Camille Després aussi, Jocelyn, Lucie, Moukat, Manon et Marie, Nawel et Sophie. Voilà, merci à vous tous, c'était vraiment trop cool. Enfin, j'espère que vous avez kiffé. Merci à ceux qui nous ont écoutés, parce qu'on pensait pas qu'on serait... Enfin, j'ai l'impression que ça fonctionne un peu quand même et que vous êtes contents, donc c'est cool. On repart a priori pour l'année prochaine pour une nouvelle année. Donc n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez intégrer l'équipe, voilà, si vous voulez parler de trucs et tout. Puis de toute façon, on va essayer d'étoffer un peu le projet, d'avoir un meilleur son, parce que je sais que le son est vraiment... Le bon point négatif, ouais, le son est un peu dégueu, mais on va améliorer ça. Et voilà. Et puis merci aussi à tous les intervenants qui sont venus, parce que ça va prendre. Voilà, merci à tout le monde, c'était super cool. Et puis encore une fois, merci à toi, parce qu'on pouvait pas espérer, c'était vraiment un bel épisode. Moi j'étais ravi, c'est un peu fait au dernier moment, mais c'était très ravi. Très Désolé. Non, mais c'était très bien. Et encore une fois, t'as ramené plein de trucs, on va essayer de mettre un maximum de photos. Ouais, d'être un peu plus actifs sur les réseaux, suivez-nous sur les réseaux, puis voilà, et puis n'hésitez pas à nous envoyer des trucs s'il y a des choses qui n'ont pas, etc. Activez la cloche. Activez la cloche. Voilà, je pense qu'on a tout dit, c'est bon. À l'année prochaine. Ouais, à l'année prochaine, c'est la qui fonce. Ciao. Que je rentre de toi ouvert. Faut que je quitte la France, elle a fait la petite frange. C'est là qui fonce, c'est là qui fonce. Que je dépense, rejoins devant la défense. C'est là qui fonce, c'est là qui fonce. Voyager jusqu'au Nirvana.